Ça y est, c'est parti. C'est parti. Donc, bienvenue, bonjour, à cette nouvelle édition de l'IDAT DigiWorld, édition 2020, une édition totalement connectée, numérique, digitale. Je vous remercie d'être derrière les écrans pour suivre nos débats, nos tables rondes. C'est un véritable plaisir. Je m'appelle Lucie Montchovi, je suis journaliste et je serai votre maîtresse de cérémonie pour les sessions à venir. Alors nous aurons la chance justement ensemble de parler de transformation du travail, mais aussi nous parlerons d'une société numérique plus responsable, puisque nous aurons la chance d'avoir l'intervention du président France de Huawei. Donc restez connectés, hein, c'est très important. Mais avant tout, nous allons parler de transition écologique. Oui, un sujet majeur qui est en train de monter. Et j'ai autour de moi, et devant moi, pardon, une table ronde de choix. Mathieu Belloir, directeur RSE chez Orange. Bonjour. Marianne Legnaud, présidente du directoire, qu'on vous voit juste là, du directoire d'Enedis. Laurence Morvan, responsable de la RSE chez Accenture. Et Jérôme Pécresse, CEO de General Electric, Renewable Energy, GE. Pardon. Donc, bienvenue à vous. Donc, face aux bouleversements et incertitudes, les entreprises apparaissent comme des acteurs essentiels pour engager une relance durable, plus verte, basée sur l'écologie. Un chiffre peut-être qui pourrait peut-être vous inspirer. 85% des Français sont convaincus que les entreprises auront un rôle clé à jouer pour une société plus durable et plus écologique. Je me tourne vers vous, Mathieu Belloir, puisque vous êtes le rapporteur de la commission numérique et transition écologique. Est-ce que ces préoccupations apparaissent dans les propositions de l'IDAT ? Oui, merci. Bonjour à tous. Merci Lucie pour cette introduction. Effectivement, j'ai la lourde tâche aujourd'hui de parler en lieu et place de la présidente de cette commission, Anne Lange, qui pendant 8 mois a animé les débats enflammés, passionnants, de représentants d'une petite dizaine d'entreprises dont les logos apparaissent derrière sur cet écran. Commission qui nous a conduit à réfléchir tous ensemble au cours des mois qui viennent de s'écouler sur effectivement la place du numérique dans la transition écologique. Les points de vue étaient riches, divers. Les discussions n'en étaient que plus riches. Et finalement, on a, je crois, fini par aboutir à une forme de consensus que vous trouverez consigné dans ce rapport de l'IDAT que vous pouvez télécharger sur la plateforme de notre événement aujourd'hui et sur celle de l'IDAT demain. Donc, en résumé, en fait, notre réflexion était... après tout ce brouhaha médiatique qui a un peu encombré ces dernières semaines, ces derniers mois sur la place du numérique par rapport aux problématiques écologiques, on a entendu des choses parfois un peu farfelues, parfois dénuées de fondements scientifiques sur le poids d'un téléchargement d'un mail, de son acheminement ou de ce que représente la lecture en streaming d'une série complète de Netflix, etc. Il nous a semblé important de prendre un peu de hauteur sur ce sujet pour dépassionner le débat et essayer de manière la plus objective possible de voir quelle était la place du numérique dans la problématique de la transition écologique et notamment quelle était la place du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre en général, de CO2 en particulier, dans l'ensemble de l'activité mondiale. Donc finalement, après diverses études et diverses solutions, des divers documents de référence, nous nous sommes mis d'accord pour retenir que finalement, conformément aux estimations de l'organisation de l'ONU, en fait, on considère que le numérique représente à peu près 3,5% des émissions de CO2 de la planète. Alors 3,5%, pour se donner un ordre d'idée, c'est à peu près 7 fois moins que le transport ou encore 12 fois moins que l'industrie. C'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. C'est peu, effectivement, parce que 3,5, c'est quand même pas énorme. C'est pas le diable qu'on essaye d'agiter de temps en temps sur les réseaux sociaux.
Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas s'en préoccuper, à la fois pour le maîtriser et surtout pour essayer de contenir son évolution, puisque comme l'a rappelé Stéphane Richard dans son intervention précédente, évidemment, le développement des usages, des réseaux, de la couverture, etc., devrait assez logiquement conduire à une augmentation de la consommation. Ce qui ne veut pas dire forcément une augmentation des émissions, puisqu'on a des solutions qui sont consignées dans les conclusions de notre rapport sur ce sujet. Donc finalement, comme on le disait, même si cette empreinte est finalement modeste, elle doit être maîtrisée, et nous avons donc quelques solutions qui constituent en fait les conclusions de ce rapport de notre commission numérique et transition écologique. Ce qu'on propose, par exemple, c'est de favoriser la prise de conscience en mobilisant notamment tous les acteurs concernés de l'écosystème numérique dans son acception la plus large, à commencer par les utilisateurs. Le rapport montre très bien, par exemple, que dans le domaine numérique, la phase de conception des terminaux est sans doute plus importante que celle de son usage en termes d'empreinte numérique. Donc une des solutions assez simples que nous proposons, c'est tout simplement de travailler tous ensemble à l'allongement de la durée de vie de ces terminaux et de leur utilisation. On peut aussi travailler auprès d'autres acteurs qui sont bien sûr les entreprises, qui recourent de plus en plus aux énergies renouvelables, bien sûr, et également à l'économie circulaire, et puis inviter évidemment toutes ces entreprises du numérique à soutenir la durée de vie des équipements, à travailler sur leur réparabilité, à leur remplacement et la conception écologiquement vertueuse de leur création. Et puis, dernier acteur enfin à mobiliser, ce sont les pouvoirs publics qui, par exemple, pourraient proposer des politiques fiscales incitatives pour recourir de manière un peu plus systématique aux équipements de seconde main, par exemple, ou encore à accéder à des solutions de réparation à des conditions économiquement incitatives et avantageuses. Et puis, dernier sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, on a bien souligné dans cette commission la dimension duale en fait, du numérique, qui était également rappelée par Stéphane Richard, c'est-à-dire que, comme on le dit souvent, le numérique, certes, est une petite partie du problème, mais évidemment une grande partie de la solution. Par exemple, quand on veut piloter de manière la plus efficace les problématiques, les questions énergétiques, on voit bien que le numérique est extrêmement pertinent pour mesurer, pour monitorer, surtout combiné à l'intelligence artificielle et naturellement pour piloter au plus juste ces sujets énergétiques. Alors, je terminerai avec les trois principales propositions de notre rapport, qui sont évidemment sensibiliser, je l'ai dit, l'ensemble des acteurs du numérique aux enjeux écologiques, et pourquoi pas, ça fait partie de nos solutions, proposer par exemple un label numérique responsable. Deuxième message, deuxième proposition importante que nous voulions souligner, c'est l'importance de la poursuite de la dynamique de la réduction des impacts environnementaux du numérique, comme je l'ai dit, en allongeant la durée de vie des terminaux, en intégrant des principes d'économie circulaire autant que faire se peut dans l'ensemble de la chaîne de production, la réutilisation, il faut la soutenir, la réparation, il faut aussi la mettre en avant, et bien sûr le recyclage, sur lequel on a beaucoup encore à faire dans le domaine du numérique. Et puis bien sûr, je l'ai rappelé, le recours plus massif qu'aujourd'hui aux énergies renouvelables. Et tout dernier message que nous voulions adresser à travers cette commission, on a besoin de prendre sans doute en compte, quand on parle de numérique et transition écologique, l'ensemble des impacts du numérique, c'est-à-dire la dimension environnementale, certes, mais ne pas gommer la dimension économique et la dimension sociale. Et le rapport que nous avons produit recèle de nombreux exemples qui rappellent à quel point le numérique peut effectivement être une solution pertinente aux défis environnementaux qui se posent aujourd'hui. Voilà pour les grands messages. Je suis désolé de cette présentation un peu synthétique pour l'ensemble des participants à la rédaction de ce document. De toute façon, synthèse que l'on peut retrouver sur l'IDAT DigiWorld, naturellement. Donc on retiendra ces préconisations. Je me tourne assez rapidement vers vous, Marianne Legnaud, donc présidente du directoire d'Enedis. Ce sont des enjeux que vous avez intégrés pour un groupe comme le vôtre. Bonjour à tous. Effectivement, ces enjeux, ce sont ceux de la transition que nous qualifions bien sûr d'énergétique, mais encore plus d'écologique. C'est bien sûr, sur le plan énergétique, utiliser toute la potentialité du digital pour accélérer la décarbonation de l'économie par l'électricité, par plus d'usage de l'électricité. Ça, c'est la transition énergétique. Mais elle est aussi écologique parce qu'elle correspond
a une attente extrêmement profonde de produire autrement, consommer autrement, se déplacer autrement, travailler autrement. Et donc c'est cela qu'on essaye d'embarquer par notre action du côté d'Enedis. Donc nous gérons le réseau français de distribution qui appartient distribution d'électricité qui appartient aux collectivités locales. C'est le plus grand réseau européen. Et concrètement, pour nous, ce digital, il nous permet d'accélérer la transition écologique. Alors comment ? Très concrètement, en pilotant un réseau qui devient de plus en plus, qui marche dans les deux sens. Autrefois, on produisait de l'électricité, on la transportait, on la vendait, on la distribuait. Donc c'était dans un sens vers le consommateur final. Aujourd'hui, ce consommateur, il produit lui aussi de l'électricité, que ce soit à titre individuel ou collectif. C'est le formidable essor de l'autoconsommation collective. Donc je fais installer des panneaux solaires sur mon toit, je produis et je vends pour moi, je partage pour moi ou pour mon immeuble ou mon quartier. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Aujourd'hui, il y a 80 000 sites d'autoconsommation individuelle. Il y en avait 3 fois moins il y a 2 ans et il y en avait quelques milliers il y a 5 ans. C'est aussi la maîtrise de l'énergie et la maîtrise de la consommation. Elle est facilitée notamment par le compteur Linky. Aujourd'hui, 80% des foyers français et de l'ensemble de nos clients sont équipés du compteur Linky. Donc, nous en sommes à 29 millions de compteurs posés, 30 millions à la fin de l'année, 35 à la fin de l'année prochaine. Il permet aux clients de mieux maîtriser leur consommation, de la consulter en direct, de mieux la piloter. On voit des baisses significatives de consommation. Plus généralement, ce sont ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire des réseaux intelligents. Alors pourquoi ils sont intelligents ? Justement parce qu'ils permettent de fonctionner dans les deux sens, de faire se distribuer l'électricité dans les deux sens, des producteurs vers les consommateurs. Ces producteurs, ce sont de plus en plus des producteurs d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, 90% de ces producteurs sont raccordés au réseau Enedis et nous raccordons à peu près 2 gigawatts de renouvelables chaque année. La transition écologique, la programmation pluriannuelle, c'est multiplié par 2 d'ici 2028. C'est aussi plus de mobilité électrique. Aujourd'hui, on est à quelques centaines de milliers de véhicules électriques pour 30 000 bornes, points de recharge installés. Demain, en 2028, c'est presque demain, c'est 5 millions de véhicules et c'est 500 000 points de recharge. Donc on voit bien que cette accélération formidable, elle est permise par le numérique et par l'utilisation beaucoup plus massive, beaucoup plus intelligente, beaucoup plus aussi participative et collective de la donnée produite par des objets connectés qui sont le compteur Linky, mais qui sont aussi toutes les infrastructures que nous mettons sur ce réseau de distribution. Donc c'est un véritable enjeu passionnant, mais qui doit être, comme Stéphane Richard l'a souligné, inclusif aussi, ne doit pas s'accompagner d'une fracture digitale supplémentaire. Et donc cet essor, elle se fait dans le cadre du service public que nous exerçons, de ces missions de service public, et qui repose aussi sur une solidarité qui, je pense, a été bien démontrée pendant la crise Covid, puisque tout le monde appuyait sur le bouton et il y avait l'électricité, ça marchait presque... Enfin, naturellement, ça semblait tout à fait naturel. Derrière, évidemment, il y avait des hommes et des femmes et des infrastructures et des systèmes d'information, donc du digital, qui faisaient fonctionner tout cela. Merci beaucoup. Avant de vous laisser la parole, Jérôme Pécresse, je vais peut-être laisser la parole à Marianne. Non, pardon, excusez-moi. Je vais laisser la parole à Laurence Morvan, pardon. Vous êtes, vous, responsable de la RSE chez Accenture. On a bien vu, quand Mathieu Belloir parlait aussi de la nécessité aussi des consommateurs, mais aussi des entreprises, que ça devrait être en fait une sorte de cercle vertueux. C'est ce que vous aussi, vous constatez, les tendances que vous constatez aussi chez Accenture. Oui, bonjour, Laurence Morvan. Donc, Accenture, on est effectivement une société qui fournit des services de conseil, des services technologiques à nos clients, essentiellement des grands clients. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment d'avoir une approche à 360 degrés. C'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, la RSE était un peu une activité philanthropique, très vertueuse, mais qui était un peu à côté du cœur d'activité de l'entreprise. Aujourd'hui, on essaye vraiment de la mettre au cœur de l'activité et de la stratégie de l'entreprise. Donc typiquement, en matière de transition écologique et énergétique, on regarde ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'entreprise,
avec nos fournisseurs, dans la gestion de nos opérations, avec nos collaborateurs. On regarde comment on peut accompagner nos clients dans leur propre transition énergétique. Et puis, on regarde comment on peut avoir un impact positif sur la société, et notamment, vous l'avez souligné, en motivant et en mobilisant tous nos collaborateurs. On a 500 000 employés chez Accenture, et c'est vrai que c'est un facteur de raison d'être, hein, de sens dans le travail, de pouvoir être mobilisé sur des causes qui nous dépassent tout un chacun. Donc peut-être en quelques mots pour l'illustrer, en tant qu'entreprise, on a pris des engagements forts sur la transition écologique. On avait déjà des engagements forts, mais on a eu une vraie volonté d'être leader dans notre secteur. Donc ça veut dire atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2025. Ça veut dire zéro déchet, notamment, vous l'avez souligné, sur tous les matériels informatiques à l'horizon 2025. Et également, on l'a peut-être moins abordé, mais l'aspect du contrôle de l'accès à l'eau, parce qu'on travaille dans plus de 50 pays dans le monde, et beaucoup de pays qui ont des difficultés d'accès à de l'eau potable ou à une qualité de l'eau. Donc typiquement pour nous, comment est-ce qu'on peut atteindre ces engagements? C'est travailler sur l'électricité, donc 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2023. C'est le Green IT, s'appliquer à nous-mêmes effectivement toutes les préconisations que vous avez évoquées. Et puis c'est tous les déplacements, puisqu'on travaille beaucoup chez nos clients. Donc c'est mettre en place les outils numériques pour réduire les déplacements, travailler autrement, mais aussi travailler avec nos fournisseurs pour les aider à innover eux-mêmes et atteindre ces objectifs de développement durable. Et puis pour nos clients, là on est vraiment dans une problématique d'accompagnement de leur transition énergétique et écologique. Et je dois dire qu'on a aussi un passage à une autre échelle. On avait depuis de nombreuses années une pratique de conseil en développement durable. Là, la nouvelle étape, c'est vraiment de mettre les problématiques d'environnement et de gestion de développement durable au cœur de nos offres. Donc typiquement, on aide un client à refondre sa chaîne logistique. Il y a des problématiques de gestion environnementale qui sont au cœur des solutions qu'on apporte. C'est apporter des solutions dans la transition énergétique des différentes industries. Et je vais peut-être revenir un instant sur la partie Green IT. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que tous nos clients considèrent leur migration vers le cloud. Et typiquement, historiquement, on aidait nos clients en leur démontrant les gains opérationnels, les gains en matière de gestion des coûts, la capacité à trouver de nouveaux usages par la migration vers le cloud. On a maintenant des outils qui nous permettent également de dire, par cette migration vers le cloud, voilà l'impact en matière de transition et d'émissions de carbone que vous allez pouvoir atteindre. Donc ça, c'est une première étape. Et puis après, derrière, il y aura effectivement tout ce qui sera vers l'éco-design et gérer mieux l'outil informatique. Voilà. Et puis peut-être le dernier point, c'est la mobilisation des collaborateurs. On a beaucoup d'actions de sensibilisation. On a beaucoup d'actions où on met à disposition nos collaborateurs, leurs passions, leurs compétences pour travailler avec des associations et avoir un impact positif donc dans l'environnement et plus largement sociétal. Alors Jérôme Pécresse, vous qui êtes à la tête de GE, on aimerait savoir comment vous abordez pour un grand groupe industriel comme le vôtre, un grand groupe mondialisé comme le vôtre, vous abordez cette transition à la fois numérique et écologique. Je crois qu'il y a d'abord deux dimensions dans ce qu'on fait chez GE Énergie Renouvelable et puis au sens plus large chez GE. La première, c'est les activités dont je m'occupe sont un des principaux producteurs mondiaux d'équipements qui permettent de produire de l'électricité décarbonée, notamment des éoliennes, mais aussi des composants pour le solaire, des centrales hydro et les équipements qui permettent de connecter tout ça au réseau. Donc chaque turbine qu'on vend contribue à un monde où l'énergie est plus décarbonée, plus verte. Et donc on travaille avec nos clients pour continuer à accroître la pénétration des énergies renouvelables en investissant dans la technologie et en, je dirais, gagnant la bataille de la compétitivité des énergies renouvelables par rapport aux sources traditionnelles d'énergie fossile. Aujourd'hui, il est à peu près moins cher
de faire de l'éolien ou du solaire dans la plupart des pays du monde que de construire des nouvelles capacités d'énergie fossile, voire de continuer à faire tourner les capacités existantes. Donc cette bataille-là, on est en train de la gagner, et une grosse partie de nos clients d'ailleurs, qui sont les acheteurs d'électricité renouvelable, sont les acteurs du digitaux, directement ou indirectement. Les grands groupes digitaux mondiaux, les Google, les Facebook, les Amazon, ne consomment que de l'électricité renouvelable et donc nous apportent un flux d'affaires très régulier. Donc ça, c'est, je dirais, on est intrinsèquement chez GE Énergie Renouvelable un fort contributeur à la transition écologique. Alors on ne s'arrête pas là, puisqu'on veut aussi que nos activités soient exemplaires. Donc on a annoncé un objectif qu'à la fin de l'année, nos activités soient neutres en carbone. Donc on travaille sur le scope 1 et 2. Donc on travaille sur l'empreinte carbone de nos unités de production, on travaille sur les achats indirects d'électricité et on s'attache à passer ça progressivement à zéro. Pour GE Énergie Renouvelable, ce sera en fin d'année. Pour l'ensemble du groupe General Electric, ce sera à fin 2030. Et plus largement, on essaie de se pencher maintenant sur le cycle de vie global de nos produits pour arriver à des éoliennes totalement recyclables. Il y a encore quelques sujets à traiter techniquement, notamment la recyclabilité des pales d'éoliennes, mais on va arriver assez vite à produire des éoliennes qui seront totalement recyclables. Alors, cette question aussi de la territorialité, vous en parliez justement, Marianne Legnaud, la territorialité. Il faudrait aussi que l'énergie, quelle soit, renouvelable, soit aussi accessible aussi dans les territoires. Vous avez aussi une grande volonté aussi de développer vos projets aussi et rendre des énergies plus vertes aussi vers les territoires qui en manquent le plus. Oui, je crois que la beauté d'un service public, c'est d'être présent sur l'ensemble du territoire français. Donc nous sommes une entreprise à la fois industrielle, une grande entreprise avec 40 000 salariés, 14 milliards de chiffre d'affaires et 4 milliards d'investissements chaque année, mais aussi une entreprise complètement locale, puisque nous sommes liés par des contrats de concession avec les collectivités locales qui possèdent l'infrastructure. Ça nous permet d'être réellement leurs partenaires dans leurs projets qui sont des projets de développement local. Et il ne faut pas croire, je parlais tout à l'heure d'autoconsommation collective, les textes viennent récemment d'être modifiés pour permettre plus d'autoconsommation collective à la campagne. Ce n'est pas du tout une tendance réservée à l'urbain et à des métropoles comme on le pense souvent. Il y a aussi des projets inclusifs, participatifs, de communautés énergétiques dans des territoires plus ruraux, où nous sommes aussi présents. Et d'ailleurs, 60% des installations renouvelables sont présentes dans des villages ou dans des communes de moins de 2000 habitants. Donc c'est une réalité globale. Et ces projets que nous accompagnons, qu'il s'agisse de mobilité douce, d'intégration du renouvelable, de stockage, de flexibilité, de partage de l'énergie, de certification de l'énergie, ils correspondent à des attentes profondes des territoires et des citoyens, qu'ils habitent dans des métropoles ou qu'ils habitent dans des territoires plus ruraux, où cependant nous devons continuer à opérer. Je pense qu'il y a un vrai sujet autour du service public dans la ruralité. Nous sommes l'un des derniers à être présents et c'est absolument indispensable pour que ce dont nous parlons, la transition écologique, la transition numérique, soit réellement perçue comme permettant une relance verte de l'économie française, européenne, mais pour tous. Et donc, on doit vraiment porter beaucoup d'attention à cette question de l'accessibilité, de la fracture digitale. Nous sommes très engagés dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'actions d'insertion, mais aussi dans des maisons de services publics, dont nous avons d'ailleurs, ça s'appelle les PIMS, on fait ça avec d'autres opérateurs, on en a la présidence aujourd'hui. Donc vraiment, bien sûr, parler d'investissement, c'est important, mais parlons aussi de formation, d'insertion, d'emploi et de développement, notamment des emplois de la croissance verte. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi des emplois, que c'était aussi générateur aussi d'emplois. En un mot, assez rapidement, parce qu'on est pris par le temps, il nous reste 21 secondes. Ça va être mission impossible. En un mot, est-ce que l'entreprise jouera un rôle essentiel dans cette transition numérique et écologique? C'est à vous. Absolument, absolument. D'une part, par la mobilisation donc, de toutes les parties prenantes, et je crois aussi par un effort de transparence accru
On le voit bien, de plus en plus, les actionnaires, les employés, les fournisseurs, etc., rapportent de plus en plus leur engagement, rapportent leur progrès, se mettent des cibles. Et toute cette démarche de transparence, je crois, fera beaucoup pour accélérer ce mouvement. Mathieu Belloir. Oui, très rapidement, je voulais effectivement redire qu'effectivement dans ce domaine-là, les entreprises ont de manière incontestable un rôle à jouer. Je veux simplement citer 2 études, une de l'ONU parue cette année qui rappelle que la lutte contre le changement climatique est la préoccupation numéro 1 des populations, et une autre étude de l'Ipsos, également publiée cette année, et qui rappelle que la lutte contre les inégalités et les pauvretés faisait partie du top 3 des préoccupations de nos concitoyens à l'échelle planétaire. Donc effectivement, les entreprises ont clairement un rôle à jouer dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle, de plus en plus, les problématiques de type RSE sont inscrites au cœur des stratégies de l'entreprise. C'est le cas de ce que fait Orange dans sa lutte en faveur de l'égalité numérique, par exemple, ou de la contribution à la réduction des gaz à effet de serre de façon générale. Et tout un sujet, simplement, je voulais dire que le cadre légal, réglementaire, je fais une allusion à la loi Pacte ici, rappelle quand même que les entreprises sont invitées depuis cette année à inscrire dans leur statut, s'ils le souhaitent, une raison d'être, et que cette raison d'être, elle doit résonner effectivement avec les grands engagements globaux, sociétaux et environnementaux qui sont pris par les entreprises. Merci. Merci. Jérôme Pécresse, c'est à vous de conclure. Non, écoutez, pour revenir sur le sujet, je crois, de la table ronde aussi, la transition écologique, ça serait un peu facile de dire qu'elle sera digitale ou qu'elle ne le sera pas, parce qu'elle arrive, elle se passe partout et le mouvement est maintenant inarrêtable. Mais je dirais, pour atteindre son plein potentiel, il faut que la transition écologique arrive à leverager le digital encore plus. Et le grand domaine d'application, au-delà de tous les aspects de cybersécurité qui ont été évoqués préalablement, c'est de penser qu'aujourd'hui, un groupe comme General Electric opère des dizaines de milliers de turbines dans plein de pays dans le monde. Ces dizaines de milliers de turbines, à l'instant T, vous allez récupérer des centaines de données sur chaque composant critique de la turbine. Il faut maintenant arriver à leverager le plein pouvoir du digital pour arriver à non seulement récupérer ces données de la façon la plus efficace possible, les consolider, les analyser, les traiter et avoir tous les signaux qui nous permettent à la fois de faire tourner les fermes éoliennes d'une façon plus efficace pour générer l'électricité éolienne encore de moins en moins chère, et de faire de la maintenance prédictive pour savoir quand les composants vont devoir être réparés et le faire plutôt à un moment qui est optimal par rapport au fonctionnement de la ferme. Donc leverager le plein pouvoir du digital, c'est dans la façon dont on va opérer la base installée, que ce soit dans l'éolien, dans le solaire, dans l'hydroélectricité et demain dans les solutions qui combineront tout ça avec du stockage pour faire du renouvelable 24 heures. C'est un levier absolument critique pour que la transition écologique atteigne son plein potentiel. On restera sur cette idée de stockage qui est aussi majeure. Je vous remercie à vous tous d'être venus pour assister à cette table ronde sur la transition écologique, enjeux pour les citoyens et transformation de l'économie. Sans plus attendre, une petite micro-pause. Vous restez connectés sur l'IDA DigiWorld édition 2020, puisqu'on aura l'honneur d'avoir l'intervention du président France de Huawei. Et c'est un véritable honneur. Donc restez connectés pour parler de société numérique plus responsable. À tout de suite.